Salut, mon Ludo. Salut, yes. J'arrive. Il faudrait que j'arrête de faire ça. Je suis dit salut, yes. Mais non, c'est un peu ton truc. Ouais, c'est vrai. Salut, yes. Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ça va très bien. C'est une belle entrée en matière. Mathias. Une belle. C'est bien, Mathias. J'ai avalé de quoi en même temps, je vois. Ah ouais. Une belle entrée en matière pour l'année 2022. Ouais. Je suis content d'être en studio, enfin, de se retrouver. Ouais. Ça fait un grand bien. Ouais, c'était super le fun. La vibe du studio, c'est toujours elle qu'on préfère. Tu sais, on en a fait sur StreamYard, malgré pas à cause des conditions que vous connaissez. Tes conditions, là, toi, tu peux pas t'approcher. Non, je peux pas sortir de chez nous quand il y a un couvre-feu. C'est l'homme du bracelet sur ta cheville. Hein? Ouais, exact. C'est pour ça. Non, mais tu sais, les conditions de COVID, oui. C'était difficile à orchestrer tout ça. Mais là, on est de retour pour de bon en studio. Et on a commencé très fort avec un invité qu'on avait vraiment hâte de recevoir, Nicolas Ouellette. Oui, Nicolas Ouellette, qui a un parcours qui était quand même décidé relativement jeune. Ouais. Puis c'est vraiment un amoureux de la langue française. Puis ça paraît. Une élocution incroyable. Ben, c'est comme si tous ces messages passaient mieux que la plupart des gens. Je trouve Nicolas très inspirant, très créatif. Ouais, mais et puis comme on disait, dans un milieu, tu sais, lui, anime à la radio, animé à la TV, mais là, il est à la radio pas mal temps plein. Amène une touche de créativité quand même impressionnante à un média traditionnel comme la radio. Vous allez voir un parcours, comme tu dis, assez linéaire. Pas linéaire, mais tu sais, comme il est rentré dans le train de son domaine, puis il l'a pas lâché. Puis c'est vraiment c'est une inspiration, j'ai l'impression, pour bien du monde. Puis il va continuer à inspirer des gens. Puis c'est super intéressant. Ouais, puis allez voir, ça va être en ligne. Je pense que ça va être sorti. Son documentaire sur tout.tv, sa série documentaire qui s'appelle Tu viens d'où? Ouais. Qui est d'une pertinence incroyable. Ouais, il va nous raconter ça. Ouais, dans l'épisode. Allez vous abonner à notre Patreon aussi. Notre Patreon, mais là, on a une demande spéciale. Oui, vas-y, mon Lude. Notre YouTube. Oui. On est à 910 abonnés. Ouais. On veut se rendre à 1000. Ouais. Fait que partager en grand nombre pour qu'on puisse augmenter nos abonnés YouTube. 1000 personnes, c'est un grand plateau, puis on vous réserve des surprises. Ouais. Si on arrive à 1000... Ouais. On va faire quelque chose de bien spécial. Ouais, on sait pas encore quoi, mais on vous promet une surprise. Donc, abonnez-vous, partagez la chaîne à vos amis qui connaissent pas le podcast. Et si vous l'écoutez en audio, disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez aussi partager les épisodes autant en audio avec les différentes formules de partage. Donc, bonne écoute. Ouais, bonne écoute tout le monde. The one and only Nicolas Ouellette. Yes. Apporte-moi ton CV. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui. C'est notre premier podcast en studio. Ouais, en 2022. On avait utilisé StreamYard, qui était le fun, mais il n'y a rien qui bat c'est mieux être ensemble. Ouais. Là, on peut se donner des vrais bisous. Des vrais bisous. Des vrais bisous avec les lèvres purellées. Ouais. Comment ça va, toi? Ça va bien. T'entends la prochaine année du bon pied? Je pense que ça va être une belle année. T'as pas de cernes, man? Pourquoi? Ben, tu sais, t'es papa. Ah, c'est vrai? Ben oui, non. C'est vrai. Non, mais pourquoi j'aurais des cernes? Tu sais, admettons, un jeune, un enfant, ça je veux pas trop parler de ça parce que je veux pas faire chier les parents, mais... puis je veux pas me jinxer, mais la petite adore... relativement bien. Ah ouais, hein? Oh, il y en a ça. Tant mieux. Fait que, non, je suis pas cerné. Tant mieux. Si c'est ça, là, je sais qu'il va y avoir une régression éventuelle, puis si on a un deuxième, le deuxième, ça va être de la merde. Ah ouais. Mais pour l'instant, c'est malade. Mais je vais essayer de faire un lien avec notre invité là, au niveau des cernes. Je pense, Nicolas, tu as fait de la TV le matin, radio le matin dans ton CV. Fait des époques cernées, t'en as eu? J'en ai eu, ouais. Des époques fatiguées. Très, très fatiguées. Nicolas Ouellette, comment ça va? Ça va très bien, en pleine forme. Mais j'ai essayé de faire un lien qui marche un peu. Ça va. On va un bon segway, comme on dit. C'est peut-être pas le lien le plus solide. Si c'était un pont, je penserais pas en char. Je pense que c'est solide. Nicolas, merci d'avoir accepté. C'est plaisir. Merci. Très content d'être là.
Un CV, ma foi, très dans le même domaine. Tu sais, admettons, je pense que tu as choisi ta voie rapidement, puis tu es allé dedans, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu as commencé très jeune quand même à être devant la caméra. Oui, vraiment. Devant le micro, plus surtout, très tôt. Exact. Je l'ai raconté à quelques reprises, cette anecdote-là, mais quand j'étais en 6e année au primaire, en fait, j'avais fait un concours d'art oratoire qui s'appelait l'art de s'exprimer. C'était organisé par le club optimiste de ma paroisse à Saint-Louis-de-France, Sainte-Foy, qui est maintenant à Québec. Puis à ce moment-là, un des juges, c'est un animateur de radio qui s'appelle Michel Lamarche. Puis Michel m'avait vu dans ce concours-là, puis il m'avait dit « Ah, toi, on dirait que tu pourrais peut-être considérer dans la vie faire ce métier-là. » Puis il m'avait invité. Lui était animateur à Radio-Canada à l'époque, de l'émission du Retour. Puis il m'avait invité à venir faire des chroniques, tout ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que j'avais 13 ans la première fois. C'est quand même avant-gardiste comme paroisse, quand même. De faire Saint-Louis-de-France, on salue toute la paroisse, toute l'école primaire. Non, mais c'est drôle. C'est rare que quand t'es jeune, de 12-13 ans, si tu veux faire de la radio, c'est quand même un médium qui est plus mature, là, j'ai l'impression. Ben, je sais pas. Je pense que quand cette opportunité-là est arrivée, ça m'a quand même pris une genre d'année presque avant de donner suite à Michel, puis à faire finalement, ça m'intéresserait d'essayer ce truc-là. Moi, j'ai grandi dans une maison où on se levait tous les matins en écoutant la radio. Fait que j'ai grandi avec la radio dans ma vie beaucoup, puis ça a toujours été un médium qui m'intriguait. Fait que je pense qu'au début, c'était plus l'intrigue que l'envie de faire ce métier-là. Puis rapidement, en le faisant, ça crée un déclic. Mais tu sais, c'est vrai, c'est un bon point. Tu sais, admettons, je sais pas, est-ce que tu l'as vu, toi, admettons, avec les études que tu as faites, est-ce que la proportion est plus grande vers la télé que la radio? Est-ce que c'est encore comme ça ou ça a changé? Il faudrait demander à des plus jeunes que moi, parce que moi, j'étais comme dans la dernière, j'ai l'impression, génération où l'idée de faire des médias traditionnels est encore très valorisé. Fait que je pense que ça change. Je pense que la façon de faire de la radio, de faire de la télé change, ça, c'est sûr. Je pense aussi... je pense aussi qu'à la radio, il y a comme une façon différente, je pense, qu'il faut de faire les choses pour que ça rejoigne les gens, puis il faut y réfléchir de façon différente. En fait, je dis un peu de la sauce, là, mais dans le sens où... Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avant, tous les gens se tournaient vers ces médiums-là pour être informés, l'info, être divertis, tout ça. Là, aujourd'hui, les gens ont plein de sources et de ressources pour être divertis, informés. Fait que je pense que c'est juste qu'il faut l'aborder différemment, puis penser aux segments de gens qui ont parlé. C'est ça. Mais comme dans n'importe quel genre de médium, un podcast, il y en a une avalanche. Maintenant. Puis parlons-en tout de suite de ça, le balado qui a grandi, la radio des fois a pu être... Certaines offres radiophoniques ont dû peut-être être affectées, mais tu sais, toi, tu animes une émission sur la radio de Radio-Canada qui est Nouveau Son, qui fait vraiment la place aux artistes émergents musicaux. Tu sais, ça, c'est une façon de comme diversifier la programmation et de faire de quoi d'accessible autant pour... Parce qu'on dirait que ce choix-là d'émission était peut-être plus tourné vers le balado au début du balado. Ouais. Ben, en fait, je pense que pour moi... faire de la radio puis faire du podcast, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, la radio, c'est un médium qui se fait ici et maintenant, qui se fait le plus possible, j'ose le croire, en direct ou en tout cas live to tape, puis que t'opères un peu comme tu vas opérer, en tout cas pour moi, en termes de musique, un peu plus comme un DJ set. Je trouve que le podcast a plus la latitude d'être, je veux dire, lousse, là, mais d'avoir l'espace pour jaser, pour faire des détours puis tout ça. Moi, pour moi, la radio, c'est un médium direct, surtout quand on parle de musique. J'essaie que ce soit le plus contextuel, c'est-à-dire donner du contexte autour des tunes, jouer des tunes, puis que ce soit le plus rythmé possible pour que le monde ait le moins possible envie de décrocher, parce que je sais qu'en général, c'est pas du monde qui va choisir en allant sur son Spotify, sur son Apple Podcast ou qu'importe, pour écouter mon contenu à long terme. Souvent, les gens, ils vont être là 5, 10, 15, 20. Puis moi, mon but, c'est qu'ils l'écoutent 25, 30. Puis c'est pas de l'humour, là, tu sais. Je suis pas dans une radio commerciale où il y a de la pub, il y a de la toune, où il y a des sketchs, puis tout ça. Nous, on joue de la musique. Fait que moi, il faut que je convainque les gens de rester en leur parlant correctement de la musique puis en leur jouant les bons trucs. Ça, tu fais-tu un pacing, genre comme un show?
Ben oui, non, on a toujours une programmation. Oui, mais tu montes ça comme un show, mettons, tu peux pas comme mettons, moi, si je monte un pacing pour faire un show, j'enlignerai pas 4 balades back-à-back. Ah non, c'est sûr, mais non, c'est ça, on appelle ça la courbe, là, la fameuse courbe musicale est super importante. Nous, on travaille avec une belle équipe, là, on est 5 dans l'équipe du show IC Music. Avec Pascal, notre réalisatrice, elle fait la programmation musicale, puis on travaille toujours cette idée de courbe. De la rythmée, exact. Pour que ce qui joue côte à côte soit cohérent, puis que les interventions viennent s'inscrire là-dedans de façon... Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant l'affaire du DJ un peu, là, cette interaction-là, de comment tu vas construire cette émission-là qui est plus, comme tu dis, l'instant présent. Est-ce que c'est quelque chose qui, ça t'attire encore? Complètement. Moi, c'est pour ça, en fait, que je fais ce métier-là. Puis c'est pour ça que j'écoute encore de la radio, bien plus que je vais écouter... Mais j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'écoute des podcasts narratifs qui n'ont rien à voir avec un format quelconque de radio. Je vais écouter des histoires en mode podcast. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter The Trojan Horse Affair ou je vais écouter This American Life ou des trucs de ce genre-là. Pour moi, la radio, ça reste, c'est ça, le médium chaud, actif, réactif. Puis ce que j'écoute à la radio, ce qui m'a fait tomber en amour avec la radio musicale, c'est des gens qui traitent ce médium-là comme tu traites un DJ set ou n'importe quelle autre façon, comme un show, en fait. Mais ça reste de l'entertainment. C'est ça, exact. Justement, c'est pas de la nouvelle. C'est d'être entertainé puis de faire des découvertes. Là. Complètement. Est-ce que tu vois... Est-ce que tu vois pas une révolution, mais admettons un changement quand même assez direct? Parce que, tu sais, les radioromans dans le temps qu'il y avait dans nos, le temps de nos parents. Radioromans? Un radioroman, c'était comme une genre de pièce de théâtre, mais à la radio. Ah ouais, qui était du radio-théâtre. J'ai pu en écouter, des vieux que mon père a retrouvés, puis qui étaient vraiment... C'est vraiment bon. Tu sais, c'est derrière... Tu sais, il y en a qui ont mal vieilli, là, clairement, comme dans le contenu. Là. Mais tu sais, admettons, il y a comme... maintenant, avec les balados documentaires, qui reprennent un peu cette optique-là, mais de façon peut-être plus un sujet précis qu'on décortique. Est-ce que tu vois que la radio revient à des choses qu'elle avait avant, mais qu'elle les modifie à l'heure actuelle? Pendant la pandémie, il y a eu quelques radiothéâtres qui ont permis à des pièces qui n'ont pas joué sur scène de jouer à la radio. Je trouvais ça super ingénieux de la part de mes patronnes de décider de revaloriser cette forme d'art-là. Après ça, est-ce qu'on revient à des formules? Je le sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est plus l'inverse. Je pense que la nouveauté, par exemple, ce que le balado a apporté va plus percoler jusque dans la façon de faire de la radio. Tu sais, les segments sont plus racontés. La ligne entre le narratif puis le factuel. Le factuel restera toujours important quand on fait de l'information, mais la ligne entre le narratif puis le factuel est vraiment plus floue. Les gens vont, puis même les journalistes, tu le sens, vont beaucoup plus te raconter des histoires qui vont te parler d'une situation, parce que c'est comme ça que tu gardes les gens accrochés. Au lieu de juste démontrer les faits, dire des faits. Au lieu de te dire, je sais pas, hier à 7 heures, il est arrivé telle affaire, ça va plus être... hier soir à 7 heures, Julie rentrait chez elle. C'est correct. C'est pas de la mise en scène. Au bout du compte, au bout du compte, ils se racontent la même histoire. C'est juste que il te permet, il reels you in, comme on dit. L'information est là. On a les facts. C'est juste qu'il te raconte une bonne histoire. C'est vrai. Puis tu sais, il y a de quoi de beau. Moi, j'écoute aussi, admettons, j'écoute la radio. J'aime beaucoup la radio. J'ai toujours été un fan. J'en ai fait à l'université. J'en ai fait quand je suis sorti de l'université. Puis j'aime l'univers audiophonique, là, admettons, qui est de la radio, du balado, de se créer son image. C'est ça qui comme lire un livre, là. C'est juste quelqu'un qui te le lit. Exactement. Puis tu sais, dans le temps, c'était très... j'écoutais une affaire, un documentaire sur un true crime, puis admettons, t'avais comme toutes les radios qui relataient l'incident, et les 6 gars ont la même voix, le même ton. Les annonceurs, c'est l'époque des annonceurs. Tout le monde parlait comme ça. Tout le monde avait la même voix. Complètement, c'est exactement ça. Là, puis même, j'aurais tendance à dire, encore aujourd'hui, on a cette version-là de l'animateur de radio qui existe quand même. Puis je veux dire des animatrices, mais des animateurs aussi. Il y a quand même une façon formatée de parler. Après ça, je pense qu'on étire. Je parle d'où je travaille, parce que, comme je dis, j'écoute pas énormément de radio commerciale. Mais tu sais, où je travaille, on le sent quand même qu'il y a une volonté d'avoir des voix, des intentions différentes. Mais il y a quand même un dénominateur commun dans
certains talents que tu vas retrouver à certains endroits. Le genre de jazz de fin de semaine, tu sais, admettons qu'il faut mettre une toune, tu sais, les émissions de radio qui mettent beaucoup de chansons, tu sais, toi, t'as de l'air à avoir de la latitude dans la programmation puis comment tu vas le faire, mais tu sais, on dirait que des fois, les interventions des animateurs avant de mettre du Bon Jovi, tu prêtes fermer les yeux, genre, c'est la même voix, la même façon de le jazzer. Mettons, on s'en va écouter du Ludovic Bourgeois, c'est la même voix depuis 15 ans. On va tomber dans ton parcours de vie. T'es né le 6 février 1985. 88, excuse-moi. 88, à Québec. À Québec. Tout est adopté de parents sénégalais. T'en as parlé exact. beaucoup, Ouais. Puis je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais j'ai une série là, qui s'en vient là-dessus, qui va sortir au mois de mars. Là, on parle de toute cette histoire-là. Mais ouais, moi, dans le fond, pour faire l'histoire courte, mes 2 parents biologiques étaient sénégalais. Ouais. Ma mère est tombée enceinte. Elle l'a pas dit à mon père biologique. Okay. Elle a comme caché sa grossesse pendant toute sa grossesse. Puis quand moi, je suis né, dans le fond, elle m'a donné en adoption. Une décision qui avait été prise bien avant, évidemment. Puis ce qui arrive, c'est que moi, j'étais une adoption. Aujourd'hui, on appelle ça en banque mixte, c'est-à-dire une adoption locale. Donc, un enfant qui naît sur le territoire du pays où il va être adopté. Parce que j'étais un enfant noir. Et en général, les gens qui voulaient ce format d'adoption-là, ils recherchaient des enfants plutôt blancs. Mais moi, mes parents avaient déjà adopté mon frère en Haïti, puis ça faisait 5 ans qu'ils attendaient pour avoir un kid en adoption internationale. Fait qu'il y a comme eu un petit tour de passe-passe. Ils ont eu l'information, puis ils sont passés à travers les cracks de la bureaucratie. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais tes parents biologiques étaient au Québec? Oui, mes parents étudiaient à l'université. C'est ça que j'ai pas dit, c'est que mes parents étudiaient à l'université Laval. Mes parents biologiques sénégalais étudiaient à l'université Laval. C'est pour ça que c'est sur territoire... Je comprends. Il fallait que je dise au début. Ce que je comprends, c'est plus rare, ça. C'est très rare. C'est très rare, parce qu'en fait, normalement, les enfants, on va dire issus de la diversité, sont adoptés dans leur pays de naissance. C'est ça, exact. Ils sont rapatriés dans le pays de leurs parents adoptifs. Moi, c'est juste que je suis né ici. Fait que tout a bien tombé, Étienne. Ouais, j'ai été, on peut dire, chanceux, privilégié. Je sais pas. C'est comme... Très cool. Dans la ville de Québec, comme tu disais, tu as un frère qui a aussi adopté. Mais lui a été adopté en Haïti. Mon frère a 50 plus que moi, fait qu'il vient d'avoir 39. Puis lui, mes parents sont allés chercher en Haïti. Mais lui, c'est une histoire, il connaît sa famille biologique. C'est une histoire de... Son père a eu un accident de voiture, puis sa mère pouvait pas s'occuper de tous les enfants. Fait que les plus jeunes ont été envoyés à l'orphelinat, puis voilà. Et dans la ville de Québec, tu as grandi, tu étais au primaire à l'école Saint-Louis de France. C'était quel genre d'élève? Je vais dire turbulent, performant peut-être. Peut-être que mes profs seraient d'accord ou pas. J'ai toujours été relativement bon à l'école, jusqu'à ce que, je pense que ça nous arrive tous à un moment ou à un autre où on fait ça, je m'en servirai pas pour le restant de mes jours. Fait que je vais arrêter de mettre des efforts dans quelque chose qui me tente pas. Genre le tableau périodique. Exact. On dirait c'est de la science, les maths, l'algèbre linéaire, tu sais, ces affaires-là. Tu t'arranges juste pour passer, puis tu t'arranges pour être sympathique avec tes profs pour qu'ils comprennent le plan global de où tu t'en vas, puis qu'ils t'en mettent pas de bâton dans les roues. Fait que je pense que j'étais assez bon à l'école, mais j'avais de l'énergie, là, tu sais, j'étais un sportif, fait que j'avais besoin qu'il se passe des affaires. Fait que je pense que turbulent, performant, ça me décrit. Quel genre d'élève que les profs aiment? Tu sais, veux pas, c'est quand même un peu de l'amour-haine. Ouais, je pense que oui, en général, ça dépend. T'en as toujours un, une fois de temps en temps, qui aime la sagesse pure et dure, puis mais tu peux rien y faire. Mais en général, j'ai eu des bonnes expériences avec des profs. C'est tellement une période charnière, tu sais, quand t'es jeune comme ça, là, tu te développes. Ben oui. Non, mais moi, j'ai l'impression que quand t'es respectueux, même si t'as de l'énergie, je sais, puis des fois, tu sors une couple de jokes pour faire rire le monde parce que tu comprends bien. C'est ça. T'as de la répartie, tu sais, c'est une qualité qui va te servir. La plupart des gens, ils ont du fun. Ouais, je pense que le pire, c'est quand c'est des gens font pas d'efforts, qui réussissent pas, puis qui en plus sont des agents qui troublent la paix. Exact, chaotique. C'est pas des agents de la paix, c'est des agents qui contre la paix, anti-paix. Au secondaire, tu étais à l'école Roche-Belle. Ça, admettons, as-tu continué dans la même lignée? Étais-tu du même genre d'élève? Un petit peu plus sportif, j'imagine, avec l'offre qu'il y a au secondaire. Il y a comme eu deux phases à mon secondaire. Là, j'allais dans un programme d'éducation internationale, fait que j'étais dans une école publique, mais dans ce programme-là. Puis quand j'ai fini mon primaire, tu sais, je jouais beaucoup au soccer. Puis quand j'ai commencé mon secondaire, j'ai joué beaucoup pendant les 2-3 premières années. Puis à un moment donné, j'ai découvert la musique, l'art, ce genre de trucs-là. Fait que je me suis mis à jouer de la musique, je me suis mis à faire des comédies musicales, faire du théâtre, des affaires comme ça. Puis de l'impro, fait que ça a comme, on dirait, ouvert mon champ d'intérêt dans la vie.
Puis ça m'a permis de vivre un secondaire vraiment complet. Ouais, c'est ça, puis j'avais beaucoup de... J'ai eu vraiment des très bons profs, moi, en secondaire. Okay. Mais des profs très compréhensifs de l'être humain derrière l'élève. Ouais. Une bonne lecture. Exact. Quand je te dis, moi, les maths, les sciences, à un moment donné, c'est devenu un truc qui était un peu lourd pour moi, puis je devais les avoir pour être dans ce programme d'éducation internationale-là. Mais tu sais, des profs qui faisaient... Hey, check bien, on sait que tu as une certaine capacité dans les communications, dans l'art, machin. Fais cet effort X, puis on va s'arranger pour que le résultat soit Y. C'est incroyable. Problème. Puis j'avais un prof de français, j'en parle tout le temps, mais Jocelyn, qui, lui, motivait, mon meilleur ami Nick Drolet puis moi, il nous motivait des périodes de cours pour nous emmener avec les plus vieux voir du théâtre. Mais pour moi, c'est ça, être un enseignant. Ben oui, tellement. C'est incroyable. Sense ton jeune, tu sais, il souffle sur les braises de ce qui l'intéresse, puis il va se développer dans la suite. Je suis complètement d'accord. Quand tu as une classe de 35, tu as 8 classes de 35, c'est ça. C'est sûr. En même temps, toi, clairement, que tu avais déjà des intérêts peut-être plus développés. Là, fait que c'est sûr que c'est plus facile à déceler, là, mettons. Mais j'avoue que c'est une belle... c'est une belle approche pédagogique. C'est une belle force, tu sais, des professeurs qui ont ça, tu sais. Parce que, tu sais, oui, ils t'ont bien lu, mais tu sais, il y a des élèves que ça va être plus difficile à lire parce qu'eux sont plus introvertis. Ah ouais, c'est sûr. C'est du cas par cas, mais c'est vrai que c'est vraiment la bonne façon d'intégrer un jeune, de l'appliquer. Tu sais, comme juste ce que tu as dit, tu sais, donne-moi ça, puis je vais m'occuper du reste. C'est hot, moi je trouve Quelle belle pédagogie. Quand tu dis le mot pédagogie, c'est exactement ça, en fait. Tu sais, c'est enseigner, transmettre de la matière, c'est une partie du travail. Tu sais, la pédagogie, comprendre l'humain, comprendre l'élève, puis essayer d'établir ce lien-là, c'est ça pour moi la plus grande valeur d'un enseignant ou d'une enseignante dans nos vies. Moi, ma mère a été prof, faut que je le dise, en 6e année du primaire, puis moi, je l'ai vu aussi, tu sais, même en allant dans ses classes quand j'étais plus jeune, puis la voir interagir avec les élèves, puis c'est aussi avoir la compréhension puis le regard porté justement sur celles et ceux qui sont les moins vocaux. Exact, Tu comprends, qui sont peut-être plus timides, plus réservés, mais tu sais, t'as aussi tellement d'informations, là. Tu lis des textes qu'ils écrivent, tu vois leurs devoirs, tu vois leurs cahiers, tu vois ce qu'ils dessinent, tu as cette information-là. Fait qu'il faut que tu saches en faire quelque chose, puis tu fasses pas juste bien, pas bien. Puis je pense que, en tout cas, moi, j'ai un respect, évidemment à cause de ma mère, mais grâce à ma mère, mais grâce à bien des gens que j'ai croisés dans ma vie, un respect infini pour les profs. Puis je pense que la majorité des profs ont cette capacité-là, ce cœur. Tellement d'accord avec toi. J'avais pas pensé, moi non plus. C'est vrai que c'est tellement d'infos. Tu sais, mettons, tu sais, surtout au primaire, au début secondaire, tu sais, mettons, des fois, tu fais des textes sur un sujet qui te passionne. Ça, là, c'est un open book. Là, clairement. Tu vois, c'est tellement vrai. Clairement. Mais est-ce que dans un futur à long terme, est-ce que enseigner ce médium-là de la radio... Moi, j'y ai pensé souvent. Parce que ce serait bon, je sais que comment je sais pas si enseigner, parce que le problème, puis je pense que n'importe qui a étudié en com va s'y reconnaître, c'est que si tu te mets à enseigner beaucoup, tu te mets à être sur le terrain moins, puis après un certain temps, ça te rend obsolète. J'en ai eu des profs qui étaient, je sais, très performants à une époque, qui ont sûrement été très en contact avec le milieu pendant un temps, mais qui, je sais pas, 10, 15 ans, remote de leur expérience, tu fais, on dirait que ce dont tu me parles en ce moment, ça n'existe plus vraiment. C'est difficile à appliquer aujourd'hui. Ben oui. Je pense en ce moment, c'est beaucoup plus la question de mentorat. Tu sais, quand je vais me faire écrire, quand les gens vont me demander, tu veux venir faire une conférence, veux-tu jaser, machin. Ça, c'est ça plus qui m'intéresse. Puis je pense qu'en fait, c'est là que des gens qui font le métier pour vrai, puis qui aiment le métier, puis qui veulent le faire, vont être plus pertinents. C'est vraiment... T'as raison. À ce que je comprends, il y a quand même une fenêtre de comme sortir du terrain. Complètement. Qui a un temps... Il faut que tu gardes un pied dedans. C'est ça. Puis ça doit être difficile, c'est ça, exact. L'avantage, mettons, si on parle... Être prof a ses avantages, un peu douillet. Admettons, c'est comme une certaine sécurité. C'est rassurant. Puis il y a une passion qui vient avec complètement. Ça. Clairement. Mais bref, à suivre. C'est tough, être prof. Ouais, complètement. Il faut que tu l'ailles, là, aussi, là, la pédagogie, là. C'est inné, là. Ça, c'est un combat. On pourrait faire une série de podcasts là-dessus, de à quel point il mérite plus de... parce qu'en fait, je pense qu'on voit pas... Moi, j'ai un ami qui a travaillé en finance pendant un bout de temps, puis qui lui a fait c'est fini, ça me tente plus, puis là il est retourné à l'école, puis il étudie pour devenir prof. Prof d'histoire, tu sais. Puis il me disait c'est tellement étrange parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que
quand on est dans la classe, c'est une infime partie de notre travail. Moi, il faut que j'y prépare mes cours, il faut que j'y corrige les travaux, faut que je structure. Là. Lui, il fait un show à chaque section. C'est un peu le show, chaque jour, il prépare un show. Là. Puis, tu sais, il prépare un show parce que oui, il pourrait arriver et faire bon, prenez votre cahier à telle page, lisez ça, parfois on en parle, c'est fini. Mais si t'es un vrai prof qui a envie que l'information s'inscrive dans, on va dire, dans le cortex passionné, des élèves, c'est ça. tu donnes un show. Surtout, tu veux capter leur attention. Complètement, puis surtout un prof d'histoire. Joue avec les dates, joue avec le passé, il y a une façon de cadrer, mettons, qui est très théâtrale. Mettons, l'histoire, c'est théâtral, pas. Surtout, il y a des époques que tu lis l'histoire, t'es comme, on dirait un vieux western spaghetti un peu mal fait, mais c'est ce qui a fondé beaucoup de choses, mais surtout... C'est de trouver les petits faits aussi afférents qui vont te permettre, qui vont faire que l'information va s'inscrire dans le cerveau de la personne à qui tu parles. Complètement. Ça prend des dates. J'ai pas eu ça, moi. Non, c'est ça. C'est comme si t'es pas intéressé si la personne en avant de toi est pas intéressée. Ça y tente pas, exact. Mais sa tête, c'est ça. On dit souvent de comprendre l'histoire pour prévoir le présent et de voir les tangents. Prévoir le futur, mais c'est... Moi, ça aurait été complètement... C'est vrai que c'était un show à chaque fois. Ça aurait été complètement mon bag. Si je faisais pas d'humour, je comprends. Je me garochais. C'est un show, l'histoire. L'histoire en tant que telle, c'est un show. La raconter... c'est encore... On revient à l'image mentale. L'histoire, je trouve, c'est le tremplin de tout ça. Mettons, tu parles d'un personnage historique, mais ce qui est le fun, c'est... Tu peux te l'imaginer. Mais t'as une vieille photo, sont toutes pareilles. Mais tu sais, comme moi, on dirait que j'aimais... Une perruque blanche. Ouais, c'est ça, tu sais. Admettons, mais on dirait que j'aimais m'imaginer, tu sais, ce gars-là au quotidien, ça reste qu'il se lève, il se couche, puis il mange, c'est ça. Après, c'est ça, là, après secondaire, fait que j'ai compris que admettons, de commencer à toucher aux arts et la culture, c'est un peu ça qui t'a envoyé à ATM. C'est deux trucs en parallèle. C'est d'avoir commencé à faire de la radio très jeune. À quel âge? 14, je pense, quand j'ai commencé. Mais tu sais, c'était relativement sporadique. Puis, mettons, l'été, je le faisais de façon hebdomadaire. Puis, c'était un peu le cute factor. C'est-à-dire, t'as le petit gars qui prépare des chroniques, qui n'a pas encore mué, qui a la radio. Il y a un facteur mignon. Mais moi, je prenais ça très au sérieux. C'était vraiment important pour moi de bien faire les choses. Ça m'a appris énormément, tu sais, en termes de structure, de rigueur, machin, des choses que je porte encore aujourd'hui. Fait que, ça a été ça. Ça a été, tu sais, les arts à l'école. Puis ça a été, en fait, beaucoup... particulièrement ma mère, parce que j'ai on va dire ma cousine qui, elle, est allée là quelques années avant moi, en ATM à Jonquière. Puis à un moment donné, en voiture, ma mère a comme fait, tu sais, toi, Jonquière, as-tu déjà pensé à ça, machin? Puis j'étais comme, j'ai regardé un petit peu, mais tu sais, l'idée de dire à tes parents à 16 ans à ce moment-là, moi, l'année prochaine, je vais partir de la maison. Il y a quand même une difficulté. Parce qu'il n'y a pas eu de délai, là. C'est directement du secondaire. J'avais 17 ans, je suis parti à Jonquière. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu sois un peu dans ce milieu-là où tu dis que ta cousine est allée une couple d'années avant pour juste savoir que ça existe, honnêtement. Exact, c'est ça. Moi, il a fallu que je sache que ça existe first. Puis une fois que je l'ai su, là, c'est devenu comme une espèce d'évidence que c'est ça que ça me prenait. C'est là, c'est ça. Je pense c'est la terre promise. C'est dur de me replonger à cette époque-là. Je pense que c'est juste que je m'imaginais pas faire autre chose. C'est exact. Tu sais, en comparaison entre aller en sciences humaines ou en sciences lettrées, des trucs du genre, je m'imaginais pas faire ça. Aller t'ouvrir des portes. Exact, c'est ça. Puis je m'imaginais pas non plus rester, je pense, tant que ça, en rétrospective, à Québec. OK. Tu sais, je pense qu'il y avait un bout de ma vie qui avait été fait là-bas, tu sais, avec le cercle des gens avec qui je me tenais, les gens qui m'ont aidé à grandir, puis autour desquels je me suis défini. Je pense qu'il y avait comme inconsciemment cette volonté-là de repartir à zéro, quelque part de nouveau, puis d'essayer quelque chose d'autre. C'est drôle, tu sais, admettons, souvent, là, c'est pour ça que, juste rapidement, tu sais, ATM, c'est au Cégep de Jonquière, un programme, tu sais, qui est dans le top, là, ou tu sais, qui est formateur. C'est pas un des seuls, je pense qu'il y en a un à Québec. Je pense qu'ils en ont développé d'autres, Grasset, ici, pas loin à Montréal. Des collèges privés, tu sais, qui c'est vraiment un bon programme. Disons qu'ATM, c'est le plus vieux,
Ouais, c'est le plus vieux. Puis c'est le seul, je pense, public où tu as la radio, presse écrite, conseil publicitaire, tu as tout un programme de production, post-production télévisuelle. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, nomme n'importe qui ou à peu près qui est dans les médias aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont par là de phrases Baudouin, à Joe Cormier, l'ami commun. Mon vieux Joe Corm, mon vieux Pierre Brassard. Bref, il y en a plein. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est quand même drôle de dire, tu sais, tu voulais comme repartir à neuf, mais là, tu sais, souvent, le move, c'est Québec-Montréal. Québec, Jonquière, tu sais. C'était là que ça se passait. C'est ça. Qu'on dirait que mais tu sais, t'as 17 ans, tu réfléchis pas tant que ça. Je dis, le moment où j'y ai réfléchi pour la première fois réellement, c'est quand je suis arrivé là-bas. Puis là, tu pognes ton 2 minutes. Je pense que n'importe qui dit, je suis arrivé là-bas, je suis devenu supra-émancipé, je m'en pas de chez nous, il te ment un peu. T'as 17 ans, t'es jamais parti de chez vous, t'arrives dans une ville, dans une encore plus petite ville que d'où tu viens, dans une résidence. Ma chambre était plus petite que où on est en ce moment. C'était des dortoirs en résidence, Puis tu sais, t'as un petit frigo, tout ça, puis tu connais personne. T'es à Jonquière, tu sais, t'es au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même pas à porte, même de Québec. Moi, quand mes parents sont partis, je paniquais grave. Puis oublie pas, là, c'est 3 ans. Tu sais, 3 ans, quand t'as 17 ans, c'est long. Aujourd'hui, tu me dis 3 ans. Je suis comme, ça va. Ça se fait vite. Je veux dire, j'ai fait un cégep, j'ai fait un bac, 3 ans, c'est rien, ça passe de même. Mais à 17 ans, tu sais, tu fais... Il y a 3 ans, j'avais 14. Dans 3 ans, je vais en avoir 20. Là, j'en ai 17. Jeune, là. C'est long. C'est long. Complètement. Ça a bien été. Mais tu sais, adulte, tu pars, mettons, justement, on t'enverrait travailler dans une autre ville pendant 3 ans. Tu serais capable de te faire une routine d'adulte, un peu, de découvrir des places. Non, mais aussi, je veux dire, à 17 ans, c'est quand même un moment où que tu découvres plein d'affaires. Tu te fais des chums, t'as vécu tes premières expériences. Tu connais rien à 17 ans. C'est ça. Fait que t'es vraiment devant l'inconnu. Mais cet inconnu a été rempli de beauté par la suite. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a de quoi de, admettons, de très convivial, de chaleureux du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'admettons, mais tu sais, 17 ans, je vais passer 3 ans à Berlin, je fais comme... Ouf! Tu vas vivre quelque chose mais même tu vas à Montréal... L'accent est pareil. Saguenay-Berlin. Au début, non, mais tu viens à Montréal. La conférence de ton petit dictionnaire qui est le guide de l'auto. Mais moi, ma mère vient de là, du Saguenay. Fait que moi, c'était comme... Mais elle a grandi là. Fait que tu sais, moi, l'accent, tout ça, je le connaissais bien. En même temps, c'est comme si... J'haïs ça, les gens qui disent l'accent est charmant. Mais il y a quelque chose de très... je sais pas, de très ouvert. En même temps, on a tous un accent pour quelqu'un d'autre, là, c'est ce que je dis toujours. Non, mais j'allais dire que tu viens à Montréal puis que ça doit être différent aussi. Là. Je veux dire, t'arrives dans une méga ville que tu connais personne. C'est des paysans. C'est autant des paysans d'être dans quelque chose de vaste et grand que dans mais ça aurait été pire, je pense, à 17 ans, arriver à Montréal que d'arriver à Jonquière. Parce que t'arrives à Montréal, il faut que tu te découvres toi-même par toi-même. Moi, j'arrive à Jonquière, n'en reste pas moins que quand je rentre dans la classe, je suis avec des gens qui sont tous là pour la même raison, c'est-à-dire faire des communications, faire de la radio, triper puis rencontrer du monde. Tout le monde veut se faire des amis. Il y a personne qui est là puis qui est comme moi, je dis quoi. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur aussi. Exact, tout le monde, presque tout le monde vient de l'extérieur dans ce programme-là. Ça a changé un peu, mais à l'époque, c'était ça. Fait que c'était juste fantastique. Moi, j'ai rencontré encore mes grands amis aujourd'hui. C'est des gars que j'ai rencontrés là-bas. Puis c'est très appliqué comme programme. Complètement. C'est ça, à 17 ans, c'est quand même un game ball qui est pas pire parce que, tu sais, admettons, le monde va au cégep des fois sachant complètement pas ce qu'ils veulent faire. Et là, de se lancer dans un programme aussi appliqué, tu sais, ça va vite là, quand même. 3 ans, c'est beaucoup. Là. Moi, je dis souvent... T'en fais ce que tu veux, en fait, de ton passage à Jonquière. Il y a des gens qui sont allés là, que ça a été un cégep plus ou moins normal. C'est comme un deck technique, fait que c'est 3 ans. Mais t'as les cours de base quand même. T'as des cours de base. Comme un AEC, je pense. Non, c'est ça. C'est vraiment c'est un deck technique, fait que c'est vraiment 3 ans. T'as la philo. T'as tous tes cours de base, plus t'as des cours qui sont appliqués à la radio. Fait qu'il y a des gens qui sont allés là, il y a plein de monde avec qui j'ai étudié, qui aujourd'hui sont profs, avocats, qu'importe, qui font autre chose. Mais moi, ça a comme été... Puis t'as accès à des installations de fous. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'allais à l'école le jour. Évidemment, on faisait énormément la fête quand on était à Jonquière. Mais tu sais, des fins de semaine, passer dans des studios de radio à juste faire des interventions, à me pratiquer, à jouer avec les machins, à faire du montage. T'as un terrain de jeu gigantesque. Utilise-le comme tu veux. Puis moi, c'est ça que j'ai apprécié de cette expérience-là, c'est que ça m'a permis de me développer, mais en fait, de comprendre
que c'était pas juste quelque chose qui m'intéressait, que c'était une réelle passion. C'est là que ça commençait. Exact. Puis, parce qu'après, t'as fait un baccalauréat en télévision à l'UQAM. Puis est-ce que, tu sais, je pense que comme quand on s'est parlé, tu disais, je suis prêt à dire que pour vrai, ATM, ça a été plus formateur. C'est la fondation, complètement. C'est l'assise de tout ce que je fais aujourd'hui, puis du métier, puis de comment je le fais, puis de ce que j'ai développé comme, je veux dire, comme qualité, mais en tout cas comme outils. Mais clairement, comme qualité, là, c'est sûr. Parce que c'est ça, parce que c'est la liberté, puis parce que aussi le premier moment où tu te fais dire des affaires qui sont pas nécessairement faciles à entendre. Tu sais, moi, comme je te disais, j'ai écouté Radio-Canada toute ma jeunesse, mes parents écoutaient ça chez nous, fait que moi, je suis arrivé là-bas avec une vision très rigide de c'était quoi faire ce métier-là, parce que je connaissais pas grand-chose d'autre. Est-ce que tu voyais tout le monde? Comment? Ben presque, pour vrai, tu sais. Je voyais pas le monde dans la vie, mais tu sais, pour moi, faire de la radio, parler au-dessus, c'était pas tant ce que je connaissais. Puis à un moment donné, je me souviens qu'il y a un prof qui m'a dit, tu sais que tu peux faire ce métier-là juste en étant toi-même. C'est bien en masse. Pas de décorum, exact. Essaye pas d'être une version sur-améliorée de toi. Évidemment que dès que tu es devant un micro, devant une caméra, il y a comme un petit switch qui se met en on. C'est sûr et certain. Mais après ça, d'être une autre personne ou une autre version de toi-même qui a aucun équivalent avec ce que tu es dans la vie, c'est un peu moins indiqué. Mais c'est un bon point. C'était quand même un clash. T'sais, si t'as écouté la radio de Radio-Canada toujours, c'est très... Mais tu sais pas. C'est très... Non, mais c'est exact. Peut-être que tu dis comme c'est le même parti. La première fois que t'entends genre un autre radio qui font tirer 2 billets au Monster Truck. Il y a pas ça. Il y a de bonne tête avec une casquette. C'est ça. Première rangée, avoir de la boîte dessus. Tu connais pas ça, mais c'est de la radio qui se fait beaucoup. Mais après ça... Je dis ça, j'écoutais quand même un peu de radio commerciale parce qu'il y avait PY à l'époque, qui était à Québec. Moi, PY, c'est un de mes grands modèles dans ce métier-là parce que je suis pour de multiples raisons. Talent incroyable, personnalité incroyable, trailblazer aussi pour des gens comme moi. Complètement. Fait qu'il y avait ça aussi dans ma vie, mais même là, PY, si tu l'écoutes parler, puis si tu l'écoutes à la radio commerciale, il y avait quelque chose, là je vais mettre des gros guillemets, il y avait quelque chose d'un peu plus sophistiqué que certaines autres personnes que t'écoutes. Puis il y a un français parlé qui est quand même assez Québec. Fait que je pense qu'il y avait aussi ça, il y avait ça aussi, tu sais, pour moi, qui m'attirait vers PY, c'est que OK, tu peux faire ça, avoir du fun, puis quand même quand même être slick, là. Exact, quand même être slick, c'est ça. C'est une force, t'as l'air de l'avoir aussi, juste comment qu'on se parle, là, tu sais, t'as un français qui est quand même assez impeccable, mais tu sais, t'as une swing qui est conviviale, tu sais, mettons, qui est pas comme... Moi, j'aime la langue, tu sais, j'ai toujours aimé la langue française, puis étant, en quelque sorte, obsessif de beaucoup de choses, l'idée de dire les choses comme elles sont dans ma tête, c'est vraiment important. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, mettons, pas trouver le bon mot pour expliquer une émotion, pour expliquer une idée, ça marche pas. T'aimerais pas ça être dans ma tête, là. C'est compliqué des fois. Mais ça fait 2 ans que tu dessines plus tes émotions. C'est compliqué. Fait que, tu sais, forcément, quand tu cherches le bon mot... Ben, tu finis par développer des réflexes ou je ne sais trop, tu sais, qui font que ton vocabulaire s'enrichit. Puis moi, je m'en rends pas compte là, que je parle correctement, mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Mais c'est quand même, vous avez, tu sais, si on revient sur PY, là, admettons rapidement, tu disais Trailblazer, mais tu sais, vous avez quand même sur vos CV des affaires qui se ressemblent. Tu sais, lui, il a animé Occupation Double, toi, t'es à la barre d'Occupation. Tu sais, puis je pense, peux-tu que tu mixes des fois? Je fais ça. Mais c'est tu sais, comme que la radio amène, tu sais, tu disais que tu continues ce que t'aimes de la radio musicale autant, c'est de cette option-là. Ça paraît que c'est des affaires qui vous passionnent puis que vous êtes capable d'amener dans votre quotidien. Mais je peux te faire des liens encore plus loin avec PY. OK, vas-y. Moi, j'ai grandi sur une rue à Québec, puis PY a grandi à 4 minutes à pied de chez nous. Lui où il habite toujours maintenant parce qu'il a racheté la maison de ses parents. On est allé à la même école primaire, on est allé à la même école secondaire. Il y a comme beaucoup de liens dans nos vies, puis moi, je l'ai toujours suivi. Puis on en a parlé à plusieurs reprises, puis je pense que ça le gêne un peu quand je dis ça, que ça a été un modèle pour moi, mais c'est le cas aussi. Puis il y en a pas beaucoup, là. Il y en avait, en tout cas, surtout pas beaucoup des gens qui me ressemblaient à cette époque-là, qui faisaient ce métier-là. Fait que si tu t'accroches à ce qui existe. Là. Puis complètement. Puis après, tu as fait ton parcours qui est honorable. Mais c'est bien là, de s'inspirer de gens. Complètement. Mais ce que j'aime, moi, c'est que vous gardez un côté artistique, créatif. Ouais. Tu sais, mettons, c'est facile de... On parlait de nouvelles. Là. C'est facile de dire des faits, puis de s'en foutre, puis de lire un texte. C'est ça. Mais de faire un pacing, je sais pas, de vous mixer, tu sais, juste la façon que tu
portes, tu parles, tu t'habilles, tout est artistique. Ouais. Après ça, on est chanceux, nous autres, parce que on est... Tu sais, moi, je suis pas journaliste. Puis moi, j'ai un énorme respect parce que j'ai plein d'amis qui sont journalistes, puis c'est une job qui est extrêmement difficile. Ah non, c'est exigeant. Cela dit, dans le contexte dans lequel nous, on est en tant qu'animateur, moi, je dis toujours, tu sais, moi, je suis un artisan. Je suis pas un artiste, je suis pas un journaliste, je suis un artisan de la radio. Non, mais ça reste que ta créativité est quand même valorisée. Complètement. Tu as raison là-dedans. Puis moi, c'est ce que j'essaie de conserver aussi. Puis c'est ce qui fait, je pense, que tu gardes le lien avec le monde. Parce que si... Ben, c'est là que tu te démarques aussi, je pense. Si tu fais juste... C'est facile de se mettre sur le pilote automatique. Quand tu sais que tu es capable de faire un minimum des choses puis que ça passe. Puis il y a plein de gens qui le font puis qui le font bien, honnêtement. Puis moi, des fois, il y a même une partie de moi qui juge pas ce monde-là, qui fait « Hey, moi, ma job, c'est ça. M'a faire ça. » Parce que ça veut dire qu'ils ont plein d'espace dans leur vie pour vivre autrement. Moi, ma job... comme on dit en anglais, all consuming. Je me lève le matin, je passe à ça, j'ai le studio dans le sous-sol, puis il faut que tout soit organisé puis préparé comme moi j'ai envie que ce soit, puis il faut que mes petits boutons, tu comprends, il faut que tout soit... Tu traques de chez vous, des fois, je fais le show de chez nous, mais je fais beaucoup, comme toutes mes promos, ma préparation, le show que je fais à Première aussi, qui est une autre affaire, qui est un nouveau son qui s'appelle Jusqu'au bout. Je le co-réalise, fait que c'est moi qui... j'ai comme mon pad à Ableton, fait que c'est moi qui envoie les tunes, c'est moi qui... Parce que moi, c'est comme ça que j'aime travailler, j'aime ça avoir le contrôle de mes affaires parce que ça donne aussi un rythme. Tu sais, quand on parlait du rythme, complètement. Quand tu as les affaires devant toi, plutôt que faire un signe à quelqu'un qui va toujours avoir un 0.5 secondes de délai. Le flow est bien plus naturel. Exact. Moi, je connais mes intros, je connais mes outros. Je trouve ça. Mais j'avais jamais vu, pour vrai, là, tu me fais voir tout ce côté-là d'une autre façon, d'un autre... J'en ai fait beaucoup d'entrevues radio, là, j'en ai un million, là, puis ça va souvent très vite, là, fait que moi, j'ai une petite fenêtre visuelle. Moment présent, window, mais ça me fait, je sais pas, ça me fait réaliser qu'il y a bien d'autres affaires autour, puis je trouve ça inspirant. Mais tu sais, si on fait un lien avec tantôt, moi, je pense vraiment que c'est des artisans comme toi qui font que la radio peut survivre très bien comme ça, tu sais, de s'ajuster, d'amener ce côté créatif-là, comme tu dis, de faire ça. Je pense que les médias traditionnels, des fois, ce qu'on déplore, c'est qu'ils s'ajustent pas. Ouais, non, c'est puis ça. Toi, c'est ajusté, puis c'est très, on dirait, même autant que c'est ajusté, ça va être intemporel. C'est très créatif dans un cadre que, c'est ça, pas qu'il l'a jamais été, mais qui était très strict avant, de l'annonce. Mais en fait, on a les outils maintenant aussi pour que ça devienne créatif puis réactif. Après ça te prend juste des gens qui vont te laisser la latitude d'instaurer ces innovations-là. Puis moi, je suis chanceux en ce moment, autant mes boss à la Première que mes boss à musique, c'est du monde qui sont comme comment on peut faire pour aller plus loin, comment on peut faire pour aller sur le edge puis être le plus près possible de ce que, mais je dis t'as envie, mais de ce que t'as envie de développer pour la suite des choses puis pour les autres qui vont venir. Puis moi, c'est un grande. Mais l'offre fait aussi en sorte que ces décideurs, les grands décideurs sont obligés un peu de faire comme il faut se réinventer un peu parce qu'on est en train de se faire manger à la laine sur le dos. En même temps, c'est une chose, c'est une saine compétition. Mais oui, absolument. Mais après ça, je trouve que ça amène un côté qui, des fois, peut devenir pervers où tu fais bon, ben nous, notre terrain, notre cage de combat, c'est ça. Comment on fait pour être le plus efficace dans cette cage de combat-là? Peut-être ou pas que je parle de certaines radios commerciales, vous en déduirez ce que vous voudrez. Parce qu'à un moment donné aussi, ça crée une certaine limite. Tu fais parfait. Nous, là-dedans, il faut qu'on aille chercher la plus grande part de la tarte. Ça fait que tout ce qui est autour est oublié, n'existe plus. Je comprends, mais commentaire éditorial. Mais j'adore, c'est très pertinent. On l'écrira en bandeau en dessous sur la radio. On va tomber dans tes jobs, tu sais, premier job, après qui a rapidement tombé dans ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu as travaillé dans un camp de jour que tu me disais. Yes. Très longtemps. C'était quoi ton nom? J'en ai eu plein, mais il me semble le dernier c'était Kunta comme Kunta Kinte. Et puis ça, on dirait que ça va. Corrige-moi, c'est pas ton cas, mais on dirait que ça va un peu avec les métiers qu'on fait. Complètement. Tu sais, c'est les premiers pas dans comment tu sais, c'est très oratoire, là, tu sais, c'est comme, des fois c'est oratoire de comme, ça devient sévère. C'est ça. Mais tu sais, il y a de quoi de très dynamique, comme les premiers pas devant du monde. T'sais. Mais moi, il y a même un autre aspect, je pense, qui est lié au plaisir qu'on a à faire notre métier, puis c'est aussi la fameuse maxime...
work hard, party hard. Moi, c'est comme là, un peu en mode camp de jour que je l'ai appris, parce que tu travailles la journée, t'es intense, t'es avec les kids, t'as de l'énergie, machin. Tu sors de la job, t'enlèves ton chandail de moniteur. Hey, on s'en va se faire un feu, machin. Clic. Oh, il est tard. Peu de sommeil, tu te relèves, mais tu t'amènes cette énergie-là, cette éthique-là. Parce que tu peux pas... You can't fail children. Non, pour moi, c'est ça. Tu peux pas arriver là puis être comment... Il y a la moitié, là. Fais kick le ballon, là. Jamais. Arrange-toi. Jamais. Pitch la balle tout seul. Moi, c'est une affaire que j'ai apprise aussi. Complètement. En camp de jour. Puis oui, là, il a parlé à du monde, le lien humain. La préparation, tu sais, c'est la préparation, là, tu sais. C'est les enfants. La tête tout en on aussi, là. Des fois trop, c'est ça, avec le peu de sommeil, des fois trop on, là, tu sais. C'est ça. Ça arrive, mais fait la veille, là. Tu sais, c'est vrai, puis c'est vraiment une partie de la job, mais travailler hangover à 14 ans avec des kids, sacrément, c'est ça. Tu peux m'en parler. C'est vraiment, tu sais... C'est tellement rough, mais c'est vrai, tu sais, il y a de quoi, you can fail children, c'est vraiment ça. Là, tu peux pas les délaisser et dire, hey, Polo, il a mal à la tête, là, tu sais, faites de la gouache. Arrêtez de crier. Non, c'est ça marche pas. Ça après ça, une petite sieste un petit peu plus longue que d'habitude au début de l'après-midi, pourquoi pas? Tu vas du Gatorade de 8 à 4, c'est correct. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça. J'ai commencé à 14 ans comme apprenti, je pense qu'il appelle. Probablement. Jusqu'à 17, 18. Là, peut-être l'été, genre? C'était ta job d'été? Peut-être le dernier été de mon... Le premier été où j'étais à Jonquière, ça a été mon dernier. OK. Au camp de jour. Puis est-ce que c'était des camps, tu sais, admettons, tu travaillais-tu plus... Tu sais, moi, c'était des camps genre sportifs, musique, théâtre. Non, nous, c'était la ville. On appelait ça à Québec. Puis je me suis rendu compte en venant à Montréal que personne appelait ça comme ça. Mais nous, on appelait ça des terrains de jeu. OK. Au lieu des camps de jour, ça s'appelait des terrains de jeu. OK. Je sais pas pourquoi, mais nous autres, à Québec, c'était ça. On travaillait au terrain de jeu. Ils sont avant-gardistes. Fait que ouais, mais personne n'a adopté ces termes-là. Non, c'est juste resté à Québec. Fait que on était dans des terrains de jeu, puis c'était la ville, en fait. Fait que c'était n'importe quel kid pouvait s'inscrire, puis venir. Puis souvent, les jeunes... Ils venaient quelques journées, après ça, ils partaient en vacances. Ils revenaient. C'était pas comme des séjours. C'est vraiment, t'avais les mêmes jeunes pour tout l'été. Puis des fois, ça fluctuait sur qui était là, qui était pas là. C'était un peu une cour de récré. Là. Les gens arrivent, partent. Puis, exact. Mais c'était le fun parce que tu crées des liens avec les jeunes. Quand t'es là pendant 2 mois, 2 mois ou à peu près. Tu crées des vrais liens plutôt que de faire un séjour de 2 semaines intenses, puis après ça, changer de corps. C'est vraiment ça qui est hot. Après, tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, comme à 14 ans, tu faisais déjà de la radio l'été. Tu as été recherchiste j'ai fait de la à Radio-Canada à 14-15 ans, mettons. Plus vieux que ça, quand même. Ça devait être... Je pense que... Je suis plus sûr du timeline, de la chronologie de l'affaire, mais je pense que l'été, mon premier été après Jonquière, je vais commencer à travailler au terrain de jeu. Puis ce fameux Michel Lamarche qui, à 12 ans, m'avait repéré, animé une émission de fin de semaine à Radio-Canada. Puis moi, j'avais écrit, en tout cas, s'il y a de la job, si jamais, tu me feras signe dans la date. Finalement, il m'avait dit, hey, on aurait une place pour un recherchiste, genre 2 ou 3 jours semaine pour préparer le show de la fin de semaine. Ça te tente dessus? Let's go. Tu sais, genre 18 ans. On va travailler à Radio-Canada. Puis, pense-y, là, mon salaire de terrain de jeu, mon salaire de recherchiste à Radio-Canada, même si, objectivement, maintenant, tu fais, c'est pas la manne. J'étais quand même là, hey, je vais travailler 3 jours par semaine, je vais faire ces sous-là, puis en plus, c'est de l'expérience professionnelle. Moi, je capotais. T'aimais ça. J'aimais ça. Puis, tu sais, je travaillais avec Michel, puis c'était un milieu aussi où... Après ça n'a pas été le cas tout le temps, mais dans cette job-là, c'est un milieu où j'étais bien encadré, puis où j'avais le temps d'apprendre le métier, j'avais le temps d'apprendre à faire de la recherche, fait qu'ils m'ont vraiment bien encadré, puis ça a été le fun. Ça a été une super expérience. Puis après ça, là, c'est temps des fêtes, vacances d'été, là, j'allais faire des remplacements. Puis là, sur les shows de pointe, là, ça devenait un peu plus... c'est-à-dire le matin puis le soir, à la recherche, ça devenait un peu plus corsé. J'imagine, c'est de la grosse job, surtout... Mettons, ces médias-là, c'est là, c'est comme c'est toujours très rapide, là, la recherche, ça fait... Tu peux-tu faire ça toute ta vie, mettons? Ben, il y en a qui le font, mais moi, j'ai un respect infini pour les recherchistes. Ah ouais, c'est fou. Puis les bonnes recherchistes, ça fait les shows.
carrément. Dans le sens où, au bout du compte, on a beau être bon micro, on a beau être bon devant la caméra, si t'as pas quelqu'un qui est derrière toi puis qui porte du contenu de feu puis qui a des idées aussi qui sont différentes, qui sortent de la boîte, qui trouvent des angles forts, qui font des propositions qui sont singulières, c'est ça qui rend ton show bon. Tu sais, dans les quotidiennes, mettons, autant en radio qu'à TV, là, mettons, tu vois, il y a beaucoup de shows qui sortent de la boîte un peu. C'est tough sortir de la boîte quand ça va aussi vite. C'est sûr. Le lendemain, c'est un nouveau show. Le lendemain, il faut quasiment que tu topes la veille. Non, mais quand moi, si je me demande ces gens-là, en jasant, en faisant des pré-entrevues, puis tu sais, je réalise que ces gens-là, ils dorment-tu des fois, tu sais? Tout le temps, le crayon. Je pense que c'est pas souvent des équipes gigantesques, là. Je veux dire, c'est souvent 2-3 personnes. 2-3 personnes qui runnent, là, tu sais. Pour des shows quotidiens ou, en tout cas, hebdomadaires. Mais avant de plonger dans ce milieu-là, rapidement, je pense que tu avais fait une expérience dans une salle de monde de porter. Ça a été passionnant, hein? Non, ça, c'était évident. Tu faisais de la vente? J'étais réceptionniste dans une salle de montre dans le quartier industriel à Québec. Les gens avec qui je travaillais étaient très sympathiques, mais moi, j'avais l'impression d'être au purgatoire. J'étais assis à mon bureau. Il fallait des appels. Mais après ça, je pense que j'avais un petit côté dramatique, là. Mais tu sais, j'avais une feuille, puis là, je faisais une barre à chaque heure. Non. Je passais, puis là, quand il y en avait t'aimais pas 5 vraiment de passés, là, je faisais un trait, puis j'étais comme, je suis en train de survivre. Au bout du compte, ça va. T'es juste assis à un bureau. C'est ça. T'accueilles des gens dans une salle de montre, ça va. Mais je pense que ça va avec ma personnalité aussi, que c'était tellement passif comme que voir le temps passer, ce qui est une chose à laquelle on n'est pas habitué quand on est jeune. Quoique, quand on est plus jeune, oui, là, mais en tout cas, comme voir le temps, les minutes passer, ça me rendait dingue, débile. Mais comment t'as trouvé ce job-là? Je pense que c'est comme... À l'époque, il y avait un concours de portes et fenêtres à la paroisse. Fallait que je fasse une dissertation orale de 45 minutes sur pourquoi j'aime les portes et fenêtres. Non, je pense que c'était un site du gouvernement. C'était au secondaire, genre, tu cherchais un job. Cégep, fin du secondaire, je sais plus. Là, tu rentres ton CV. Comment ça va être nice? Mais c'est parce que je pense que c'était plus... Là, j'ai pas de job, faut que je fasse des sous. C'est ça. Je me demande si... Je sais plus c'était quand. Je pense que c'était peut-être le 2e été de Jonquière où j'avais pas encore eu de contrat à la radio, à la recherche. Fait que j'étais comme un peu stand-by. Puis je me disais, j'ai plus d'argent, fait qu'il faut que je fasse quelque chose. Clairement. Mais j'étais resté là 3 semaines, pour vrai. Puis après ça, j'ai eu un appel. Veux-tu venir travailler? Bon timing. Bon timing. Bonsoir. Bon timing. Tu sais, quand t'as une job vraiment outsider comme ça te fait quand même apprécier. C'est fou. C'est ça. Moi, j'ai eu des jobs, là, man, ça n'a aucun sens. J'ai travaillé dans bien des affaires puis des jobs vraiment plates, là. Puis ça me fait apprécier mon travail. Exact. Quand justement, tu sais, c'est pas fait pour toi, là, tu sais, mettons, là. Moi, c'est ce que je reproche aussi des fois à des gens qui font des métiers comme ceux qu'on fait, puis qui peuvent, on va dire, peuvent devenir difficiles, qui peuvent cesser d'apprécier ce que les gens autour d'eux font, ou le privilège qu'ils ont d'avoir une tribune, c'est un privilège de pouvoir parler. C'est fou raide, là, c'est ça. Tu sais, je me dis, repense-y là, au moment, justement, là, où j'étais assis à la salle de montre, ou même, des fois, dans la job que je fais en ce moment, je repense au moment où j'étais à 5 h du matin en régie à Radio-Can, qu'il faut que je réveille quelqu'un au téléphone parce qu'ils veulent faire une entrevue, puis que je suis mortifié. C'est vrai, hein? Tu sais, parce que t'as 21 ans, tu sais pas comment, tu sais que tu vas te faire gueuler après. Moi, je suis pas vraiment bon avec la confrontation. Refus, la confrontation. Puis là, je repense à ces moments-là, puis je me dis... Apprécie-le. Aujourd'hui, tu rentres à la job. C'est comme faire des cold calls. Exact. En vente, là. Complètement. J'ai fait ça un bout, là. Moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. J'étais mortifié. Comme tu dis, là, j'ai rentré dans une business à essayer d'aller vendre une imprimante, là, au boss qui est comme, hey man, tu me fais perdre mon temps. Là. Mais je peux comprendre ta peur. Tu sais, où ce regard-là, ou ce ton-là, quand quelqu'un. Méprisant et condescendant. Complètement. Tu m'énerves. T'es un désagrément dans ma vie. Ah, man. Ça, c'est pas puis, tu sais, c'est pas une école non plus tant que ça. Si on peut l'éviter, absolument. Mais non, moi je suis sûr parce que si souvent on se fait dire, tu sais là, faut que tu fasses des jobs tough pour apprécier, puis tu sais faut que tu gagnes tes épaulettes, faut que tu gravisses ces gestions. Moi je suis moins dans cette équipe-là. Mais d'avoir des expériences un petit peu plus difficiles, un petit peu plus désagréables, qui te permettent d'être reconnaissant de ce qui t'arrive, ça je pense que ça peut être positif. C'est tomber sur l'asphalte dans le cours d'école. Exact.
c'est un peu ça. Tu sais, faut que ça arrive. Puis ça dépend de ta personnalité aussi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre ces expériences-là pour être reconnaissants, ouverts, puis tout ça. Moi, j'ai tendance à dire que si j'avais pas vécu ça, je le sais pas en même temps. Mais je pense que si j'avais pas vécu ça, j'aurais été un peu différent. C'est ça. Tu sais, le terme, là, admettons, en humour, on l'utilise. Là, des fois, après un succès, des fois, c'est bon de se péter à la gueule. Ben ouais, exact. Mais, une petite dose d'humilité. Complètement. Le petit coup de poing d'en face, tu sais. Puis moi, c'est ça que ça me fait. On parlait de ça avant qu'on enregistre. L'humour, admettons, tu sais, vous avez animé un corpo ensemble tu sais, à l'animation. Toi, tu jouais, j'imagine, il y avait un segment musical. Ils n'ont pas payé pour l'anime. Non. Puis en fait, on va ouvrir l'UDA, qui est bon à l'animation. Il y avait les A, B, A, B, ben haut, OK, bourgeois, c'est bon ça. Il va-tu avoir un band? Non, on te veut vraiment en animation. Mais l'humour, c'était... excusez les mots, là, mais c'était crise d'affaires-là d'un corpo de comme le boss il en veut, mais asti qui a pas sondé ses employés. Là, admettons, moi, hey, je t'ai vu là à TV, c'était malade, tellement content. Tu rentres dans la place, il y a 300 employés. Tu me déranges. Ouais, exact. Mais c'est le fun, c'est formateur, c'est une anecdote après. C'est là qu'on disait, t'es choisi après. Oui, complètement, t'as pas le choix. Mais tu sais, des fois, ce qui était le fun, puis du virtuel, là, ben ouais. Calice. En humour, surtout, le virtuel. Wow. C'est la mort, là. Dans ma salle de bain, j'étais chez nous. J'ouvrais la porte, j'étais chez nous. Malade, ça. Puis qui ont pas aimé ça, je m'en sers. Tu l'as pas vu. Ma blonde est là, elle sait que je suis drôle. Ça suffit. T'es bon, mon amour. C'est ça. Mais tu sais, j'ai pas été capable d'être débiné web, fait que ça, il y avait des bons côtés. Après, c'est ça. Moi, je veux qu'on parle de ça. T'as animé un show TV qui s'appelle Les Marmitons. Oh oui. Qui était un show de cuisine. Ouais. Moi, je veux tout savoir. Les Marmitons. Donc, tout ça, c'est arrivé, en fait, avec la radio. Ouais. Une des animatrices avec qui j'ai travaillé quand j'avais 14 ans, qui remplaçait Michel, avait une amie qui était une réalisatrice, puis il faisait un show à Québec qui s'appelait Les Marmitons, qui était un show de cuisine, carrément de cuisine, un show avec un chef qui s'appelait Christophe, puis c'était comme Christophe et les petits marmitons. Okay. Fait qu'on était, je sais pas, là, contre les lettres de Les Marmitons, on était ce nom-là. OK. Puis... yes! Attends, mais vous faisiez quoi, maintenant? Dans le fond, chaque épisode avait un thème. Mettons, moi, je me souviens qu'un de mes épisodes, c'était le sirop d'érable. OK. Et donc, il y avait des segments en cuisine avec Christophe où il faisait des recettes avec nous qui impliquaient le sirop d'érable, genre des grands-pères au sirop d'érable, je ne sais trop. Ouais. Puis nous, on allait sur le terrain après ça faire des reportages, genre dans une érablière, genre dans une usine de transformation de produits de l'érable, des trucs comme ça. Mais je sais pas qui a fait la brainstorm du nom, là, mais il aurait pu chercher un peu plus. Ben, moi, je trouve, honnêtement, c'est Ride On. J'adore ça. Oui? Moi, j'achète. Ça, c'est un des grands gags dans ma gang d'amis parce que quand... T'es-tu un marmiton? Je suis un marmiton, mais c'est parce que quand j'ai fait ce show-là, c'est ça, je pense que je me demande si c'est pas 14, 15, 16 ou quelque chose du genre. Puis c'était à TFO, à la télévision française en Ontario. Puis après ça, TQS, à l'époque, avait racheté les droits de l'émission. Ah non, ça repassait. Mais à ce moment-là, j'étais rendu à Jonquière, tu me suis? Ah, c'est bon, puis à un moment donné, je pense que c'est un de mes colocs qui ouvre la télé. Ça tombe sur le marmiton. Il pogne là-dessus, puis dans le générique d'ouverture, je dis « De bons desserts! » Puis encore à ce jour, c'est une phrase. Moi, c'est un bon dessert. Je peux te dire, si je t'invite d'un potluck, là, tu prends un dessert, mon gars, puis je veux que t'arrives ensemble. Puis aussi, c'est que bon dessert. Entre le moment où ça a commencé puis le moment où ça a fini, j'ai mué, je pense. Fait que tu sais, au début, j'étais comme jeune cute. Mais tu sais, j'arrivais dans le générique, t'avais toutes les phrases, t'avais juste moi qui faisais de bons desserts avec la voix que j'ai en ce moment, c'était complètement absurde. Et puis, c'est ça. C'est bon. Je vais regretter de le dire, mais il y en a un extrait sur YouTube. Oh my God! Puis le seul extrait des Marmitons qu'il y a sur YouTube, c'est moi. Ah, c'est incroyable. Te dire à quel point je suis mauvais, tu sais, ça peut quand même encourager des gens qui se disent... Ah, on dirait que le gars, il est parti de où, là? Tu sais, là, le texte... Si tu veux sentir un texte dans la bouche de quelqu'un, c'était ça, là, c'était moi, là. Hey, salut Christophe! Alors là, c'est gênant, mais en même temps, c'est beau. Non, mais c'est beau. C'est allé faire les marmitons jusqu'au nouveau son, c'est quand même malade. C'est ça. Moi, je pourrais pas. Mettons, je te verrais cuisiner, je pourrais pas. Il restait 2-3 minutes de gag sur le marmiton, puis après, je serais comme parfait. Tu cuisines-tu dans la vie?
Énormément. OK. Énormément. Est-ce que tu cuisines de bons desserts? Ouais, le pire, c'est que non. Les desserts, c'est comme... En fin de semaine, j'ai voulu faire, en tout cas, une pavlova. Je l'ai raté, puis je me dis, c'est ça. Il y a un curse autour des bons desserts. Dans ma vie. J'adore ça. C'est impeccable, ça. Et après, admettons, est-ce que malgré que tu n'as pas de l'air à t'inventer, mais qui a été formateur, est-ce que tu as eu d'autres gigs TV qui est venu à cause des marmitons? Non, ça a été Jonquière. Ah, parce que t'es rentré à Jonquière. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, là, j'en parle avec du recul, cette expérience-là, mais quand j'étais dedans, je trouvais ça malade. Ben oui. Et moi, je ratais des journées d'école pour aller tourner, aller faire la télé, manger. Moi, j'ai toujours aimé aussi être entouré d'adultes. Fait que, parler avec des adultes, il y avait quelque chose de vraiment stimulant là-dedans. Direct dans ton domaine. Ouais, dans mon champ de plaisir. Fait que ça... Ouais, j'ai eu du fun. Après ça, c'est sûr, je le regarde en rétrospective, puis je suis comme, God. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, tu sais, puis il faut se souvenir de ce que tu viens de dire. Quand t'étais là, t'aimais ça, ça a été formateur, tu sais. Le pire, c'est d'être dans quelque chose, puis de savoir au moment où tu le fais que c'est pas pour toi. Ouais, exact. Parce que le temps est long. Ah ouais. Porte tes fenêtres. Ouais, exact. Porte tes fenêtres. Mais c'est ça, tu sais, après, ton parcours a été teinté de, tu sais, même, je lis en 2009, VJ Recherché. Yes. À Musique Plus. J'imagine que tu devais être fan de Musique Plus dans le temps qui était comme une des chaînes. Moi, j'avais été... c'est pas mal dans notre époque. Moi, j'ai grandi avec Musique Plus. Ben ouais. Tu sais, ton accès à la musique populaire, les VJ, c'était la grande vedette. Kelly, Nabi, toute la gang. Reb, toute la gang, c'était tous des gens qu'on respectait énormément. Tellement. Fait que quand cette opportunité-là est venue, je me suis dit, pourquoi pas? J'étais à l'université, c'était ma deuxième année d'université. Je commençais, c'était l'été avant ma deuxième année d'université. Puis c'est malade parce que, si je me souviens bien, il fallait comme envoyer une vidéo. Ouais. Au départ, j'avais envoyé une vidéo. Il m'avait dit, parfait, t'es dans les demi-finalistes. Puis moi, cette année-là, ma grand-mère était décédée. Elle nous avait légué de l'argent à la famille. Puis mes parents et moi, on avait décidé de partir en Islande. Faire un voyage de 2 semaines pour comme honorer cette affaire-là. Puis les auditions de VJ Recherché étaient pendant cette période-là. Fait que moi, je leur avais dit... est-ce qu'il y a moyen que je fasse mon audition à un autre moment parce que je vais être parti en Islande? Puis il m'avait dit non. J'avais fait too bad. Extrêmement triste parce que, tu sais, moi, je sentais que ça pouvait être ma place. Puis finalement, je vais m'en souvenir toute ma vie. La cour d'eau, à l'époque, qui s'appelle Lorraine Brassard, avait un peu brassé les cartes pour que j'aie l'opportunité de faire mon audition. Maman, il m'avait fait venir. Puis à ce moment-là, je m'en souviens, je travaillais comme recherchiste sur le show du matin à Québec, à Radio-Can. Et j'avais fait mon chiffre jusqu'à midi. J'étais parti en voiture jusqu'à Montréal. J'étais venu à Musique Plus. Dans le sous-sol, je pense que le local où j'ai fait mon audition, c'est le local qui était ma loge quand je faisais OD+. Ça dit l'affaire. J'avais fait mon audition là. J'étais reparti à Québec travailler tout ça. J'avais fait mon voyage en Islande. Il m'avait appelé. Il m'avait dit, t'es dans les finalistes, faut que tu fasses une vidéo. J'avais tourné ma vidéo en Islande, de présentation. Puis finalement, revenu au Québec, aller là le vendredi en septembre. Puis finalement, on est arrivé. Incroyable. Ouais. Puis après, tu sais, ça a continué. Tu as fait beaucoup d'émissions, autant à la TV qu'à la radio. Puis, tu sais, OD+ en direct qui a été, tu sais, qui était... Moi, je me souviens, j'aimais ce show-là. C'était complètement dynamique. C'est sûr. Mais c'était comme c'était une curveball. Quand Val Dalpé, la productrice de OD, m'avait appelé, elle m'avait dit, tu veux-tu auditionner? On cherche un animateur. Comme fait... on dirait que je le sais pas, mais je vais y aller, puis après ça, on s'en verra. Puis là, on m'avait rappelé, m'avait dit, c'est toi qui l'as. Puis pour vrai, j'y ai réfléchi 2 secondes, parce que je me disais, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je sortais de quelques années à Vrac. Là, je venais d'arriver à Radio-Can. On faisait un show qui était, je sais pas sérieux, mais tu sais, c'était un show qui était dense là, en termes de contenu. Puis moi, je savais pas nécessairement, j'avais pas de plan de match là, sur ce que je voulais faire, où je voulais aller après professionnellement. Puis là, je me disais, tu sais, la perception d'OD, puis machin. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, j'aime le show. J'ai toujours regardé le show. J'aime Jay. J'aime ce que Jay a fait avec ce show-là. Le monde avec qui je vais travailler a l'air génial. Puis on fait du direct 4 fois par semaine, ce qui arrive jamais. C'est ça. En fait, hey, on va y aller. Puis ça a été, encore à ce jour, une des expériences professionnelles les plus agréable. C'est sûr. Mais ça se sentait, il y avait un vibe. C'était très... Fun. En plus, le direct, c'est pas facile. Puis surtout après un show comme ça, là, qui est très regardé, je trouvais que vous avez été capable d'amener une dimension très...
très proche des gens, de très dynamique, de comme nous on décortique ce qu'on a vu, puis c'était right on. Exact. Puis en même temps, on se prenait pas tant au sérieux, jamais. Il y avait personne qui était comme on est en train de changer le monde. Tout le monde était là pour la bonne blague. Puis moi, quand il y a des bonnes blagues, quand il y a des bonnes blagues, je suis vraiment un bon public. Fait que tu sais, Jonca, F Côté, Pinot, PY Roi des Marais. Moi, j'étais mort de rire tout le temps. J'avais juste du gros fun. Puis avec l'équipe, Caro Lavoie qui était la productrice au contenu, Elodie, Matt, c'était toute une équipe rentrée là à 2h30 l'après-midi. C'est quand même une nice gig. C'était un highlight. C'était pas un pain in the ass. C'était tout le temps, on va rire, on va avoir du fun, on va triper. Des petits verres dans ma loge après le show. C'était 4 soirs semaine, c'est malade, là, tu sais, c'est hot au bout. C'était une super expérience. Et là, présentement, je veux qu'on finisse sur, je veux que tu me parles de ça va sortir en mars. Je veux que tu me parles de la série que tu vas prendre. C'est une longue et courte histoire. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Tu viens d'où? OK. L'histoire du show, de la création du show, c'est un meeting de brainstorm général avec Oli Godet-Savard, qui est producteur au contenu chez KO, avec ce bon vieux Dadet, chez KO TV. Puis moi, où on jase à la table, on est comme ça, serait de faire un projet ensemble. Puis on jase, on trouve rien. Puis à la fin de la conversation, je fais, mais tu sais, moi, il y a une question que je me pose vraiment, surtout depuis tout ce qui s'est passé en 2020. C'est une question qui est un peu pas politically correct, mais en même temps que je sais qu'il y a plein de gens qui se posent, c'est comment être noir? C'est-à-dire que moi, je suis adopté, je viens de Québec, je suis entouré de personnes blanches, la majorité de mes amis sont blancs, j'ai grandi dans cet environnement-là, j'ai un accent québécois. Puis en même temps, je me sens noir parce que je le suis, puis c'est l'expérience que j'ai dans la vie. Mais des fois, je sais pas comment me positionner ou comment prendre parole par rapport à ces enjeux-là. Ou si quand je le fais, je suis valide de le faire. Okay. Là, il est comme, OK, intéressant. On dort un peu là-dessus, on s'en reparle, puis on fait comme, hey, je pense que... Il y a de quoi, là? Allons donc explorer ça. Puis moi, je suis très, très pudique par rapport à ma vie privée parce que c'est ma personnalité. Puis c'est aussi parce que pendant de nombreuses années, j'ai comme vu des gens se définir dans notre métier à travers le vecteur de leur vie personnelle avant de se définir à travers les qualités professionnelles qu'ils ont. Puis ça, c'est quelque chose qui me dérange par moment. Puis j'avais pas très envie d'être cette personne-là. Sauf que rendu à ce point-là, avec ce show-là, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais l'explorer un petit peu. Puis vraiment, au début, c'était comme, OK, c'est une question qui est déjà personnelle, ça parle de mon identité, fait que bâtissons là-dessus. On a bâti une équipe, Aïcha Vertu, qui est une DJ, Gaillance, Marie-Ange Zibi, qui sont les deux recherchistes, Dan Abraham, que vous connaissez peut-être, qui a réalisé un bout de la série, puis Myriam, qui a fini la série, Myriam El Tamtaoui. Bref, on s'est mis à jaser. Puis, à un moment donné, en brainstorm, il y a quelqu'un... C'est une très longue anecdote, je m'excuse. Mais non, à un moment donné, il y a quelqu'un qui... À un moment donné, on a juste fait... Mais tu sais, là, quand on se fait demander « Tu viens d'où? » Puis qu'on fait « Je viens de X endroit. » Puis que la personne fait « Non, mais tu viens d'où pour vrai? » Ça, c'est comme l'affaire dans laquelle on se reconnaissait tous. Parce que tous répondent Québec. Mais moi, souvent, je réponds Québec. Personne veut savoir c'est du Sénégal. Quand je te réponds du Sénégal, mais là, il faut que je t'explique toute l'histoire. Puis, en disant ça, on a fait... Ah, c'est ça la base du show. Puis là, après ça, il faut que je salue toute l'équipe de Marc-Claude Blanchette à Marie-Flo, maintenant à Oli Godet, justement. Ils m'ont vraiment doucement poussé dans cette idée d'ouvrir les portes un peu de ma vie personnelle pour raconter une histoire qui était plus près de moi puis qui allait être, en quelque sorte, plus porteuse. Fait qu'au bout du compte, ce show-là, ma très longue anecdote, ce show-là, c'est... mes réflexions sur la façon dont je me suis construit dans mon identité de personne noire, de mon adoption jusqu'à aujourd'hui, puis dans comment, à différentes étapes, il y a des éléments qui sont venus s'installer là-dedans. Donc, on parle de mon adoption, on fait une grosse entrevue avec mes parents chez nous, on revisite mes papiers d'adoption, j'ai interviewé Corneille, qui est ma plus grande idole d'adolescence, Brune Surin, ma plus grande idole de soccer, de jeunesse, Lilian Thuram, qui est un international français, les filles, Sophie Fouron, Isabelle Racicot, bref, plein de monde. Puis on raconte l'histoire de ce que c'est que de demander qui on est, puis de finalement en venir à la conclusion que on le saura jamais vraiment, mais qu'il y a des étapes à travers lesquelles on peut passer pour s'en rapprocher. Wow. C'est pas mal ça. Je trouve ça tellement pertinent en plus. Parce que c'est le réflexe de tout le monde. Admettons, quand on sait que t'es adopté,
on veut savoir l'histoire. Mais tu sais, toi, ton histoire, oui, a commencé par d'où tu viens originalement. Ouais. Mais ton histoire est de la même place qu'on l'a bâti. Exact. Toi, tu sais, tu viens de Québec. Mais c'est impossible que quelqu'un ne te pose pas la question. C'est sûr. Non, je comprends, mais tu sais, t'es originaire de où? Puis moi, ça me dérange pas de me faire poser la question. Mon point, c'est juste... Puis je pense que c'est quelque chose que les gens vont réaliser en regardant la série. C'est que si tu demandes à quelqu'un, il vient d'où, faut que tu le fasses d'un vrai point de vue d'intérêt. C'est-à-dire, parce que sinon, tout ce que tu demandes, c'est PY. Il y a PY Lard aussi dans la série. C'est PY qui dit ça. Il dit, quand je te demande, tu viens d'où, puis la question s'arrête là, ce que je te dis, c'est pourquoi t'es différent. C'est ça. Ah ouais. Wow. Ah ouais. C'est très fort. Mais alors que si tu fais, tu viens d'où? Ah ouais, tu viens de là, tadada. Puis là, qu'il y a une conversation qui se bâtit, moi, j'en ai pas de problème avec ça. Puis il faut dire qu'à travers la série, c'est l'élément que j'ai oublié de dire. Moi, mes parents m'ont toujours dit, tu viens du Sénégal, machin, mais il y avait aucune preuve tangible de ça. Fait qu'au début de la série, je passe un test d'ADN. Wow, OK. Pour voir quelle est ma composition, comment on dit ça, généalogique, pas génétique plutôt, ma composition génétique, puis pour savoir si est-ce que tout ce temps où je me suis défini comme jeune homme sénégalais, c'est vrai ou c'est bel et bien ça. C'est un complet mensonge que je me suis rencontré. Ah ouais. Fait que c'est comme le petit cliffhanger de la série qui arrive. Ah ouais. J'ai vraiment hâte de voir la réponse. Tu viens d'où qui va être... Ouais, ça va être sur tout.tv, sur Véro TV, je pense. OK, parfait. Je pense que c'est le 17 mars, mais là, c'est comme... Mais ça va être sorti peut-être vers ces dates-là. Parfait. Fait que ça va être pas mal. Ça ressemble à ça. Ronan, allez écouter ça. Moi, je vais me garocher là-dessus dès que ça sort. C'est très intéressant. Hey, Nicolas, ça a été un plaisir. Vite, les gars, c'était le fun. Ça a été full intéressant. J'adore ton parcours. Puis on peut t'écouter sur. Ouais, sur Ici Musique, c'est tous les lundis, mardis, mercredis entre 22h et minuit. Puis le vendredi soir, c'est à la première entre 21h et 22h. Mais Nicolas, pour vrai, un parcours incroyable. Puis est-ce que tu nous donnes le droit d'aller voir l'extrait? Tu peux même finir avec l'extrait là. Mais tu sais. Parfait, on va finir là-dessus, c'est sûr et certain. Nicolas, ça a été tellement intéressant. Ouais, merci, ça a été super le fun, agréable au bout. La prochaine fois, les gars, je vous apporte de bons dessins. Merci les boys. Merci à toi.